Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Kaloum Réveil. Comme vous le savez, c'est vendredi et aujourd'hui nous avons la chance de nous réveiller par la grâce de Dieu, le créateur de l'univers. C'est le premier vendredi du mois saint de Ramadan et du carême chrétien, bien entendu. Vous qui nous suivez, nous vous souhaitons un très bon mois de pénitence. Alors ce matin, alors que le soleil s'élève sur la presqu'île de Kaloum, nous nous posons une question essentielle. Nos institutions sont-elles prêtes à affronter les risques de demain? Et cette question, elle va être répondue par deux experts ici sur ce plateau. Mais avant, la Guinée amorce un visage historique. Au-delà des réformes structurelles, une transformation silencieuse s'opère dans les couloirs de nos départements ministériels. Désormais, le HSE, entendez, hygiène, sécurité, environnement, n'est plus une option observée, mais une multinationale, mais une exigence au cœur de l'action publique. Comment protéger efficacement nos agents publics? Comment transformer nos bâtiments administratifs en espaces sûrs face aux incendies et aux risques? Nous sommes en train de passer d'une culture de constat à celle de la prévention totale. Méditons, ok? Pour en débattre, nous recevons deux experts dont les regards croisés vont éclairer cette nouvelle ère de la sécurité de l'État. Nous accueillons d'abord M. Mohamed Fassiné Camara. M. Fassiné est expert senior en HSE et consultant en management des risques. Il dirige le cabinet Bassoni et enseigne à l'Université Générale Lansana Conté de Lambagne. Certifié en ingénierie de formation, il accompagne les organisations dans l'implémentation des normes ISO et la structuration des systèmes de prévention là où le risque est critique. Il nous expliquera pourquoi le management des risques devient aujourd'hui un pilier incontournable de notre administration. Monsieur Camara, bonjour et merci d'accepter cette invitation pour venir parler et débattre avec nous l'essence même de ce qu'on appelle HSE. Bonjour Monsieur Camara. Bonjour Monsieur Camara. Ça va? Bien, merci. Ça se passe bien? Grâce à Dieu, je vais bien. L'autre invité ici, même sur ce plateau, il s'appelle Monsieur Mohamed Kouyaté. Deux Mohamed sur un plateau. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. On verra tout à l'heure. Lui, c'est un expert de haut niveau en sécurité incendie. Titulaire de 2SIAP 3. Il va nous dire qu'est-ce que c'est un peu plus tard. Et d'un Master 2 en changement institutionnel, risque et vulnérabilité sociale complété par plusieurs diplômes universitaires et certifications obtenues en Guinée, en France et aux États-Unis. Il dispose d'une solide expérience internationale. Fin connaisseur des enjeux de sécurité, incendie et de protection civile entre la France et la Guinée, il plaide activement pour la mise en place d'une réglementation moderne pour la transformation de la protection civile guinéenne, notamment par son autonomisation et sa capacité à mobiliser des ressources financières endogènes. Avec lui, nous parlerons de réponse opérationnelle aux risques et de protection durable de notre patrimoine bâti. Monsieur Kouyaté, vous êtes le bienvenu. Merci Monsieur Camara. Ça va? Je vais bien. Et vous-même? Oh, ça va. Sauf que, voilà, comme vous comprenez, non, on a commencé le ramadan. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avant de partir un peu faire le sport. La toute première question, Monsieur Camara. L'introduction du service HSE dans les ministères constitue-t-elle une contrainte administrative supplémentaire ou un levier réel de performance publique? Merci Monsieur Camara de l'opportunité que vous nous offrez. C'est un devoir. En tant que professionnel HSE, d'exprimer notre joie et notre reconnaissance vis-à-vis de ce processus qui est engagé vraiment dans nos ministères. D'accord. Sous l'impulsion de la vision transformatrice de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, et surtout de l'action gouvernementale coordonnée par Monsieur le Premier ministre, la Guinée amorce un virage important et historique
vers une administration moderne et résiliente. L'introduction ou l'intégration du HSE, vous l'avez défini ici tout à l'heure, l'hygiène, sécurité et environnement au sein de nos départements ministériels ne doit pas être perçu comme une simple contrainte, mais plutôt comme un véritable levier de performance régalienne. Il faut que nous passions cette étape de considérer le HSE comme simplement des équipements qui sont mis en place et qu'on parte vers cette culture réelle de la sécurité et qui est vraiment gage d'une protection intégrale. Donc cette mutation profonde, je crois, reflète de l'engagement au plus haut niveau de placer l'humain au centre de l'action publique. Donc, alors, monsieur Kouyaté, aujourd'hui, quelle est la principale faille systématique des bâtiments publics en Guinée face au risque d'incendie? Merci, monsieur Camara. Bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en Guinée et ailleurs dans le monde. Beaucoup, oui. Alors, principale faille systémique du patrimoine bâti guinéen, je dirais, c'est en réalité le manque de principe de prévention dans les bâtiments. Vous savez, on enregistre constamment des sinistres dans nos bâtiments en Guinée, que ce soit des bâtiments administratifs, des bâtiments publics, des établissements recevant du public ou même des bâtiments de particuliers. En ce sens que nous n'avons pas jusqu'à date une réglementation qui va asseoir les bases, disons, d'une culture de prévention, de sorte que nous ayons une uniformisation de la façon de construire. C'est important que nous ayons cela, en ce sens que cela permettrait aux organismes publics de sécurité de pouvoir secourir les citoyens quand il y a sinistre. Cela permettrait également de réduire les risques que les uns et les autres prennent par méconnaissance. Voyez-vous? Donc, en gros, aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes, mais avec le virage à 360 degrés que le gouvernement est en train de prendre depuis bientôt 4 ans, nous espérons que ces failles systémiques vont être résorbées, à défaut aménuisées. Je n'ai aucun doute là-dessus parce qu'il y a une volonté très affiché du président de la République, M. Mamadi Doumbouya, dans ce sens. Il y a une volonté très affichée du gouvernement au travers de son premier ministre, M. Amadou Ouri Ba, mais également le tout nouveau ministre de la Sécurité, le général Ahmed Mohamed Ouri Diallo, qui ne ménage aucun effort pour faire avancer la protection civile. Il y a quelques années de cela, j'ai commencé à alerter l'opinion nationale, mais également les décideurs publics. Et heureusement, aujourd'hui, je suis heureux de constater que les alertes que nous avons faites depuis bientôt, je dirais 6 ans, sont en train de voir jour, de donner fruit. Et ça, c'est hyper important. Et donc, dans un premier temps, c'est ce que je pourrais vous dire, M. Camara. Je reste naturellement convaincu que l'espoir est permis. Alors, vous qui nous suivez chez vous, sachez que déjà la machine est allumée, le moteur est en marche. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de 2 experts qui nous parlent ici de HSE. Toute cette sécurité qu'il faut faire ou qu'il faut mettre autour de nous pour nous protéger. Parce que M. Kamara l'a dit tout à l'heure, l'une des qualités ou bien aujourd'hui, l'une des actions principales de ce gouvernement de la 5e République, c'est de mettre l'humain au centre de la protection. Alors, M. Kamara, toujours avec vous, comment éviter que ces dispositifs, excusez-moi, HSE, ne deviennent de simples structures formelles
sans impact réel sur la sécurité et la gestion des risques? Merci M. Camara. Cette question, elle est juste un fondement de gouvernance. Parce que pour que une structure HSE ne soit pas ce que nous appelons coquille vide, il faut que nous dépassions cette logique de nomination administrative. D'accord. Qu'il y ait juste un meublement d'apparat, c'est-à-dire des hommes qu'on va mettre là-bas, juste pour meubler physiquement ce service. Okay. Il faut aller au-delà de cette logique pour atterrir dans cette logique d'ingénierie de compétences, qui va transformer alors ce service en un centre réel de performance. Et pour cela, nous avons 3 piliers stratégiques sur lesquels nous devons danser. Ce service doit d'abord à l'entame faire ce qu'on appelle l'audit de conformité initiale. Quand il est en place, il faut qu'il puisse faire la part des choses, l'écart entre les infrastructures actuelles, entre tout ce qu'il y a comme pratique actuelle. Parce qu'il faut noter aussi que dans le terme de mise en place du HSE, 20% c'est seulement les équipements et les infrastructures, et que les 80% restants, ce sont les pratiques des agents sur le terrain qui fait la culture de sécurité d'entreprise. Donc il faut qu'à l'entame, cette structure puisse faire l'écart là entre ces pratiques actuelles, entre vraiment des infrastructures actuelles et aussi les exigences des normes. Parce que c'est par rapport aux normes que nous pouvons faire ce diagnostic. Et cela va aboutir sur un plan de management des risques qui va être validé par l'autorité qui nous a mandatés. Et cela maintenant va donner une légitimité politique et budgétaire. Parce que, il faut le dire, sans budget, sans une budgétisation autonome, ce service ne sera que là pour vraiment faire de la figuration. Au deuxième point, il faut noter que cette HSE qui vient d'être intégrée dans la fonction publique trouve que malheureusement il n'y a pas de cadre spécialisé en la matière en nombre suffisant, on dira, dans la fonction publique. Et on aura besoin alors de former des référents HSE dans ce sens, qui vont évaluer vraiment la vulnérabilité du système en place et mettre en place ce qu'on appellera le document unique d'évaluation des risques. Et tout cela ne peut pas se faire sans une expertise en amont. Mais aussi transférer cette expertise vraiment aux cadres qui seront là, donc par le biais de la formation, de la certification. Donc ce sont l'ensemble vraiment de ces piliers qu'il faudra mettre en place pour structurer ce service afin que ça soit performant. Ça donne une performance attendue, c'est-à-dire qui va se mesurer par la diminution du taux d'absentéisme dû aux maladies chroniques, maladies professionnelles bien sûr, le taux d'accident sur les chantiers dû vraiment aux structures publiques et tout. Donc ce sont ces ensembles de points qu'il faille mettre en place pour que ces services qui vont être déployés au sein de ces structures ministérielles ne soient pas juste des coquilles vides, comme je l'ai dit en amont. D'accord. Donc, alors, monsieur Kouyaté, où en est la réglementation sur la sécurité incendie en Guinée? Alors, je l'ai dit tantôt quelque part sur un autre plateau de télé, que la question de la réglementation en Guinée, c'est une question qu'on pourrait considérer comme un millefeuille. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais nous n'avons pas, à date, de texte
qui structure le champ ou le secteur de la sécurité incendie en Guinée. Et c'est un combat que je porte comme un sacerdoce depuis plusieurs années. Je ne cesse de le rappeler. Il faut structurer ce secteur via la réglementation. Attention, il ne s'agit pas ici de faire du copier-coller, aller prendre des textes qui existent ailleurs au Canada, en France ou aux États-Unis et venir les appliquer ici. Non. Ce sont des textes que nous devons écrire et qui doivent tenir compte de nos propres réalités comme on ici. le dit souvent, qui nous ressemble et qui nous rassemble. Des textes en tout cas qui soient des textes de chez nous. C'est hyper important. Ouais. Malheureusement, à date, nous n'en avons pas encore. Et c'est ce qui, malheureusement, crée énormément de problèmes. Pourquoi? Vous m'avez posé tantôt une question relative à la sécurité incendie, mon envie de faire en sorte que la protection civile soit autonome financière. Pour que cette entité puisse avoir cette autonomie financière, il lui faut une réglementation qui sera, disons, la base de toute politique que nous devrions mener en matière de sécurité incendie en Guinée. Je reviens encore sur la même question relative à l'autonomisation financière de la protection civile. Parce que depuis sa création en 1954, je l'ai ressassé plusieurs fois, quand notre pays a eu son indépendance au 2 octobre 1958, cette entité qui relève d'ailleurs du domaine régalien de l'État n'a été financée que par le BND jusqu'à date. Et ce n'est que l'an dernier, en octobre-novembre, le budget national de développement, ce n'est que l'an dernier, en octobre-novembre 2025, que pour la toute première fois dans l'histoire de la protection civile guinéenne, que cette entité reçoive un renforcement de capacité institutionnelle digne de ce nom. Le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, a permis donc à cette entité d'avoir du matériel, mais le matériel n'est pas suffisant. Parce qu'on a vu sur l'esplanade, il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de sapeurs-pompiers, à un moment donné, oui. Oui, et personnellement, j'ai fait le déplacement pour aller sur l'esplanade du Palais du Peuple où j'avais compté ce jour-là, je crois, 22 FPT. Entendez par FPT les fourgons pompe-tonnes, ce sont les camions-citernes. Et il y avait deux types de camions-citernes. Ces camions qui étaient des camions de grande capacité et de moyenne capacité. Ceux qui étaient de grande capacité, je crois, avaient comptabilisé 15 000 litres. Alors que par le passé, tous les camions que nous avons reçus, jusqu'avant cette acquisition que la protection civile a eue, c'était des camions de seconde main qui nous étaient donnés par la coopération internationale, notamment certaines municipalités de la France qui nous aidaient à avoir des camions déjà, disons, amortis. Mais ça nous aidait. Et donc, c'était le plus souvent des camions de 1500 à 3000 litres. C'est la toute première fois que nous ayons des camions d'une capacité supérieure ou égale à 15 000 litres. Donc, vous imaginez, je ne voudrais pas noircir le tableau, mais il y a du boulot à faire. Et donc, permettre à cette entité d'avoir cette autonomisation financière, c'est avant tout d'abord lui permettre d'avoir une réglementation qui sera le référentiel. Et d'ailleurs, c'est ce référentiel qui permettra également aux professionnels et experts des HSE de pouvoir intervenir parce qu'ils auront un référentiel. À date, nous n'avons pas de disposition générale qui réglemente le secteur de la sécurité et incendie en Guinée parce que ces dispositions générales doivent avoir pour socle le code de l'urbanisme, ils doivent avoir pour socle le code de la construction et de l'habitation, ils doivent avoir pour socle le code des assurances. Ils doivent également avoir pour socle, on va dire, le code pénal.
et le code civil. Malheureusement, nous n'avons pas encore réussi en Guinée à arrimer ces différents codes pour que nous ayons un tout structuré permettant à la protection civile de fonctionner. Naturellement, me dira-t-on, il faut faire les choses étape par étape. Oui, très clairement, il faut faire les choses étape par étape. Nous venons d'enregistrer une première étape, l'acquisition du matériel. Maintenant, il faut structurer. Et cette structuration permettra de protéger les Guinéens. Parce que nous avons pour habitude de confondre dans notre pays la sécurité à la sûreté. La sécurité est un domaine à part, la sûreté en est un autre. Avant de développer cette partie, je voudrais justement qu'on reste sur cette autonomisation. En tant que professionnel, cette autonomisation peut se faire comment? Alors, cette autonomisation pourrait se faire de la manière la plus simple. C'est quoi? C'est d'abord donner un cadre juridique à la protection civile, à la Direction générale de la protection civile. Dans ce cadre juridique, lui doter une personnalité lui permettant de mobiliser des ressources endogènes. À partir du moment où, dans le décret de création, d'attribution et de fonctionnement de la DGPC, il y aura cette personnalité juridique lui permettant de mobiliser des ressources internes, alors la DGPC pourrait, par exemple, mettre en place des DSP, les délégations de services publics, en faisant des appels d'offres à des entreprises privées qui pourraient soumissionner. Ces entreprises pourraient donc amortir certaines charges du travail et reverser des royalties à la protection civile. Mais également, cette protection civile pourra faire des audits de conformité, des diagnostics de conformité et derrière mobiliser des ressources. Elle pourra également délivrer des quitus, elle pourra également délivrer des licences, tout comme elle pourra récupérer des redevances. Tout cela réuni permettra à la protection civile d'avoir des ressources financières lui permettant de réaliser ses missions. Je parlais tout à l'heure de la DSP. Je vais vous donner la délégation de services publics. Je vais juste vous donner un petit exemple. C'est quoi? C'est le cas par exemple du marché de Madina, qui est le plus grand marché de notre pays. Ce marché constamment fait face à des incendies. Alors, très clairement, dire aujourd'hui qu'on va tout casser, ça serait créer énormément de problèmes à l'État. On ne va pas tout casser, on va plutôt réglementer, réguler et surtout veiller au grain. En faisant quoi? À partir du moment où la DSP est mise en place, nous avons des entreprises privées qui sollicitent réaliser cette délégation du service public. Ces entreprises vont mettre des postes avancés qu'on appelle des PA, dans certaines parties de ce marché. En plus avec des accès faciles. Exactement. Et à partir de la mise en place de ces PA qui seront là 7 jours sur 7 H24, les commerçants peuvent, sur arbitrage de la DGPC, reverser des redevances à ces entreprises privées qui auront des lots. Ces redevances peuvent être journalières, ça peut être mensuel, ça peut être annuel. Ces redevances vont permettre d'entretenir les agents de ces entreprises privées qui sont dans ces marchés. Des bâches à eau vont être installées partout. Mais derrière, ces entreprises privées vont aussi reverser des royalties à la protection civile, ce qui lui permettra à la fois de réaliser sa mission de protection. Exactement, parce que on n'a pas suffisamment d'argent pour justement encadrer tous ces marchés que nous avons en Guinée. Par contre, il y a des entreprises privées qui pourraient se mettre en place, qui vont structurer cela. Donc, réaliser sa mission sociale, la DGPC pourra la réaliser au travers de ces DSP, mais également, elle pourra mobiliser des ressources qui lui permettront d'avoir une soupape financière pour permettre à la caisse de l'État de respirer. On a fait quelques petits calculs à la louche il y a quelques semaines ou quelques mois de cela. Bon an, mal an, on s'est retrouvé avec une fourchette basse de plusieurs dizaines de milliards de francs guinéens que la DGPC pourrait mobiliser si elle est par autonome. An, si elle est autonome. Cela permettra
au BND de souffler. Cela permettra également à l'État de compter sur la DGPC pour renflouer les caisses de l'État et acheter de nouveaux matériels naturellement. Donc voilà entre autres des choses que nous pouvons faire. La DGPC également, si nous avons la réglementation qui est en place, pourra créer des curricula de formation. J'ai travaillé en amont avec certains de mes collègues canadiens et français sur un certain nombre de curricula de formation en SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3 et nous avons même proposé la création d'une chaire qui peut être en BTS ou à l'université qu'on pourrait appeler le MOS, le Management Opérationnel de la Sécurité, avec 6 semestres de formation, soit 3 années de formation pour sortir et avoir des cadres. Pourquoi je parle de cela? Parce que tout simplement, cette réglementation va être arrimée au pilier 2 et au pilier 4 du programme Simandou. Pilier 2 qui parle de l'éducation. Donc, il va y avoir une passerelle entre la formation et le marché de l'emploi. Nous avons un centre de formation professionnelle maritime qui est là, qui pourrait également envoyer des diplômés dans ce domaine parce que nous avons besoin de structurer notre protection civile en une protection civile professionnelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas de groupement spécialisé à la protection civile. Il nous faut avoir un groupement ou plusieurs groupements spécialisés très clairement en feu de forêt, nous n'en avons pas en Guinée. Il nous faut un groupement spécialisé en sauvetage maritime, nous n'en avons pas. Il nous faut un groupement de recherche et d'intervention en milieu périlleux, nous n'en avons pas. Il nous faut plein de groupements comme ça. Par exemple, un groupement en risque NRBC, risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique. On n'est pas à l'abri aujourd'hui d'un risque de cette nature, parce que la Guinée est aujourd'hui convoitée par beaucoup de puissances internationales du fait de notre richesse naturelle, richesse minière et minéralière. Donc il faut que nous nous préparions à tous ces cas de risque. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je m'en vais me limiter là. Je vous parlais du pilier 4 de Simandou, c'est l'économie. Eh bien, justement, le fait de créer une passerelle entre la formation professionnelle et le marché de l'emploi, on structure toute cette chaîne de valeur qui permettra de créer des emplois. Et qui dit création d'emplois, dit clairement bénéfice à la population. Exactement, création de richesse et donc de croissance. Voilà donc un peu ce que nous pourrions proposer à l'État guinéen, mais également à nos compatriotes. Aujourd'hui, je parle encore de réglementation parce que nous avons des commerçants, nous avons des hommes d'affaires, nous avons des magasins, nous avons des établissements recevant du public qui ne sont pas structurés. Aujourd'hui, quand vous allez dans un restaurant, on utilise toutes les places. Sauf que ces places doivent être calculées. Quand vous prenez les restaurants relèvent au niveau du standard international ce qu'on appelle les types N. C'est-à-dire, il faut calculer la densité d'occupation de ces restaurants. Eu égard à cette densité, on saura quelle quantité de couverts faut-il dresser. Et sur la base de cette quantité de couverts, on saura combien d'unités de passage nous devons avoir pour combien de types de sorties. Parce qu'il faut éviter que l'on réunisse les gens dans un espace et puis derrière qu'on ne crée pas suffisamment de conditions permettant d'évacuer ces personnes quand il y a sinistre. C'est ce qui s'est passé du côté de la Suisse récemment, le 31 décembre, ce qu'on a vu, ça fait l'actualité énorme. Les gens sont partis pour s'amuser. Ils ont trouvé la mort. En effet, il y a cela, mais il y a le cas tristement, malheureusement célèbre que nous avons enregistré en décembre 2024. C'est le cas du stade de Zérékoré. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de sorties, il n'y avait pas suffisamment d'unités de passage. Et donc, conséquence, il y a eu panique au niveau de la foule. Les gens se sont agglutinés. Alors que agglutinés à la sortie, et finalement, ça a créé un effet entonnoir. Et quand il y a effet entonnoir, si les sorties sont embouteillées, les gens vont se marcher dessus. Vous pouvez imaginer ce que cela peut provoquer. Alors,
justement, c'est la raison pour laquelle il faut se battre pour réglementer ce secteur. Parce que dès qu'on réglemente ce secteur, on crée automatiquement un levier économique permettant à notre pays de souffler. Et ce levier économique, naturellement, va être arrimé aux 2 piliers des 5 du programme Simandou. C'est le pilier 2 et le pilier 4. Alors moi, je vais voir avec M. Camara le pilier 2. Vous qui êtes dans l'enseignement aujourd'hui, comment la nouvelle génération de cadres guinéens doit-elle intégrer la responsabilité sociétale dans la gestion publique? Bon, M. Camara, il faut d'abord se demander qu'est-ce que la responsabilité sociétale des entreprises. Parce que c'est une notion nouvelle pour beaucoup de cadres guinéens. Et justement, il n'y a pas longtemps, avec l'invitation de Ebo, Palme Kamayen, nous avons assisté à une conférence sur l'impact de la RSE dans les entreprises guinéennes. Il faut noter que les chiffres sont décourageants. Parce que presque ça n'existe pas, nous ne savons pas ce que c'est. Et c'est quoi d'abord la responsabilité sociétale des entreprises? C'est cette volonté d'intégrer vraiment à nos activités les préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans nos relations, surtout avec les parties prenantes. Bon, bien sûr, en Guinée, nous confondons beaucoup la RSE, pour ceux qui ont entendu parler, à la philanthropie. La philanthropie, vous allez entendre par exemple telle entreprise a construit une école ici, ou bien cette entreprise elle a fait des puits améliorés par-ci par-là. Mais le but de la RSE, c'est justement de schématiser, de réglementer toute cette démarche est en conformité avec ISO 26000 qui concerne la RSE. Donc, pour les cadres, en tout cas les nouveaux cadres qui sont appelés à implémenter cela dans le secteur public, on voit chez cette jeune génération avec l'Internet et tout, leur ambition et surtout leur conscience des défis climatiques et sociaux que représentent vraiment les activités des entreprises dans ce sens. Maintenant, comment est-ce qu'on peut matérialiser vraiment cette démarche RSE au sein vraiment des structures publiques? Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. D'abord, il faut une intégration normative. Monsieur Kouyaté a insisté dessus. En fait, tout ce que nous devons mettre en place, il faut que ce soit structuré et bien arrimé par des lois et des réglementations. Donc, il faut que la RSE soit inscrite dans les cahiers de charges des marchés publics qui doivent être passés. Ce n'est plus vraiment une démarche isolée, ce n'est pas une entreprise qui aurait vraiment cette envie de faire de la philanthropie pour, comment dirais-je, ces entreprises. Il faut que ce soit cautionné dans les cahiers de charges. Et aussi, les projets publics ne doivent plus être jugés uniquement par leur coût, sur leur coût. Mais il faut qu'il y ait une évaluation extra-financière, c'est-à-dire l'empreinte carbone de ces, comment dirais-je, projets et surtout leur bénéfice social à long terme. Parce que c'est tout ce qui, c'est toute cette structuration, cette démarche structurée qui va former la base de la RSE. Donc, c'est cela. Donc, moi, je crois que très prochainement, je vais vous reprogrammer ici pour qu'on parle ça, mais plutôt qu'on le dise dans nos langues, pour que les gens le comprennent mieux, parce que la majorité de ceux qui sont à la base, je vais parler de Madina, je vais parler de Marché Mbalia ici, je vais parler de tout ce beau monde pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, les HSE, ce n'est plus un luxe, quoi. C'est un véritable outil pour nous aider à nous en sortir. Monsieur Kouyaté, tout à l'heure, vous avez parlé de l'autonomisation. En fait, c'est un domaine qui m'intéresse, que
j'ai découvert. Mais y a-t-il aujourd'hui une différence entre le feu et l'incendie? Oui, naturellement, M. Camara, il y a une différence entre le feu et l'incendie. Le feu, c'est une réaction d'oxydoréduction. Pour qu'on parle du feu, il y a ce que nous appelons le tétraèdre, c'est-à-dire il faut un carburant, il faut un combustible, il faut une énergie d'activation et enfin il faut des radicaux libres. Okay. En gros, c'est quoi? Pour vous résumer la chose, c'est une réaction d'oxydoréduction qui est maîtrisable, qu'on maîtrise. D'accord. Au quotidien, chacun de nous allume le feu via un briquet, via une allumette, un charbon de bois qui est en contact avec une substance incandescente. Nous avons nos gazinières, nos cuisinières. Ça, c'est le feu. Parce que c'est une réaction d'oxydoréduction que nous maîtrisons. Okay. Alors que l'incendie, c'est une réaction d'oxydoréduction qui est incontrôlée, qu'on ne maîtrise plus. D'accord. Ok. Un incendie, pour l'éteindre, il faut des mécanismes qui ne sont pas courants. D'accord. Par exemple, si vous avez un incendie dans un espace confiné, il faut faire appel aux pompiers, n'est-ce pas? Parce que ça sort de votre contrôle. Oui. Alors que d'accord. Alors que le feu, à tout moment, vous pouvez l'éteindre. Le briquet, dès que vous levez votre pouce sur son enclencheur, ça s'éteint. C'est vrai. N'est-ce pas? Oui. L'allumette, dès que vous l'allumez et que vous le secouez comme ça, de façon vigoureuse, ça s'éteint. Oui. Ou bien vous étouffez le feu avec le doigt. Avec le doigt parce que vous aurez annulé quelque chose de très important, l'oxygène qui va alimenter le feu. Oui, c'est ça. Donc c'est ça la différence entre les deux. Alors, vous avez parlé de mon envie, de mon souhait d'autonomiser la protection civile. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus avec vraiment beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'humilité, parce que personnellement, j'ai, comme vous l'avez dit, un cursus un peu sinusoïdal. J'ai plusieurs diplômes que j'ai engrangés au gré de mon parcours académique et professionnel. Je suis spécialiste en conduite du changement et c'est ce qui m'amène justement à proposer l'autonomisation de la protection civile parce que j'ai un autre master dans ce sens. Changement institutionnel et vulnérabilité sociale. Alors, monsieur c'est ce qui fait que je propose justement ce mécanisme d'autonomisation de la protection civile. Je ne suis pas seulement expert en sécurité et incendie. Voilà la raison alors, pour laquelle si vous le voulez bien, nous allons prolonger ce débat prochainement sur ce même plateau. Peut-être que le vendredi prochain ou bien vendredi en 8, on va voir selon votre calendrier. Sachez que nous autres, ici, nous sommes très réconfortés et sincèrement, j'ai énormément appris ce matin et je suis convaincu que ceux qui nous suivent aussi, sachez, retenez tout simplement que la sécurité de nos institutions n'est plus un luxe, elle constitue le socle de notre souveraineté administrative. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de partager ce plateau avec nous. Très heureux et on va prolonger ça prochainement parce que vraiment on a appris. Quant à vous, vous le savez, sur la télévision 2 de Boulbiné, tous les matins vous pouvez vous faire de l'argent. On va se quitter avec le spot de l'ACI. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, quel que soit l'opérateur, étoile 0341, étoile 2 dièse. Voilà, tu vas recevoir un code qui va te donner et le ticket c'est à 4 000 francs ou 3 000 francs, quelque chose comme ça. C'est très simple, le spot. Et nous, on se retrouve le vendredi prochain. Si l'architecte de l'univers le veut bien, tout ce que vous faites, faites-le bien. La vie n'a pas de brouillon.